d'ombre et de silence. Lu par Audrey Dulster. Aurore. Dimanche 8 mai, 22h30. Devant moi, une feuille blanche. Un cahier entier de feuilles blanches. Comme autant de possibilités. Autant de mains auxquelles me raccrocher, pour éviter la chute peut-être. Ce soir, j'ai décidé d'écrire tout ce que j'avais à dire. Tout ce que mon cœur, énorme, mais si fragile, ne peut plus contenir. Ce soir, m'ouvrir les veines et noircir ces pages avec mon sang. Raconter ce que je suis, ce que je vis, ce qui m'obsède jusqu'à faire de mes nuits d'interminables moments de solitude où mes yeux, grands ouverts, scrutent les lendemains. Où mon cerveau tourne en boucle et s'épuise à chercher des réponses. Je ne sais pas si quelqu'un lira ces lignes un jour et préfère ne pas le savoir. Je m'appelle Aurore. J'aurai 18 ans dans un peu plus de 15 jours. C'est si loin. C'est si long de semaines lorsqu'on souffre jour et nuit. Je m'appelle Aurore. Je suis au lycée, en terminale littéraire. Mes meilleurs amis sont d'encre et de papier. Ces héros et ces héroïnes qui peuplent les romans et traversent ma vie en y laissant des traces. Indélébiles si l'auteur est doué. Ma mère, Julie, est infirmière dans un grand hôpital de Marseille. Mon père, Adrien, est lieutenant de police. Ils passent finalement assez peu de temps à la maison, mais quand ils sont là, ensemble, les disputes sont incessantes. Je pense qu'ils rêvent de se séparer, mais n'osent pas. Sans doute à cause d'Alban. Alban, c'est mon jeune frère. Il a 15 ans, et en septembre dernier, il est entré en seconde dans le même lycée que moi, à Marseille. Parce que là où on habite, à Carry-le-Rouet, il n'y a pas de lycée, seulement un collège. Alban, il n'est pas tout à fait comme les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Être comme les autres. Entrer dans le moule, même s'il est trop étroit pour nous. Ne dépasser ni en hauteur, ni en largeur. N'avoir aucun relief, aucune aspérité que les autres pourraient saisir pour vous mettre à terre et vous rouer de coups. Une branche lisse, blanche si possible, et qui s'est pliée au vent. Être comme les autres, ou considéré comme tel. Autrement dit, faire semblant d'être comme eux, pour ne pas attirer l'attention. Alban, lui, il n'a pas eu de chance. Je dis toujours qu'il est trop. Trop de centimètres, trop de kilos, trop de cervelle. Mais pas assez d'assurance. Pas assez d'éloquence. Quand il parle, tout le monde se fout de sa gueule. Parce qu'il est bègue. On n'a jamais vraiment su pourquoi. D'après ce que j'ai pu lire, il y a un terrain génétique, de légers problèmes neurologiques. Et puis il y a le déclencheur. Mon frère a commencé à bégayer vers 6 ans et ne m'a jamais dit ce qui lui était arrivé à cet âge-là. Quel choc psychologique a pu déclencher cette malédiction? Sans doute ne le sait-il pas lui-même. Je sais qu'il est très intelligent, qu'il pourrait arriver à dépasser son problème. Mais pour cela, il faudrait que ses chers petits camarades cessent de le rejeter ou de lui enfoncer la tête sous l'eau, et que les adultes prennent la peine de l'écouter. Il met tellement de temps à dire une phrase que personne n'a la patience. Ça fait des années qu'Alban consulte une orthophoniste chaque semaine. Pourtant, il n'a guère fait de progrès. Le plus étrange, c'est que, lorsqu'il me parle, il bégaye beaucoup moins. Je suis la seule personne à qui il arrive à parler normalement, ou presque. En fait, je suis une des seules personnes à qui il parle. La seule à qui il parle vraiment, je crois. Aux parents, il dit toujours que tout va bien, oubliant de raconter ce qu'il endure à longueur de journée. D'ailleurs, je fais comme lui. Sauf que je ne confie pas mes problèmes à mon frère. Je crois qu'il en a assez comme ça. Inutile que j'en rajoute. Alex,
le meilleur ami d'Alban, le seul qu'il ait jamais eu, est parti dans un lycée privé. Et quand je vois mon frère seul dans la cour de récréation, mon cœur se fend. Mais qu'est-ce que j'y peux? Si j'essaie de le protéger, ce sera encore pire. Alban, c'est une sorte de géant, doux et tendre. Il ne sait pas rendre le mal qu'on lui fait. Incapable de se défendre. Incapable de protester, de montrer les crocs. Il encaisse tout, supporte tout. Comme un bon soldat de cette saloperie d'armée qu'on nomme humanité. En écrivant cela, je m'aperçois à quel point mon âme est noire. À quel point l'espoir s'est éloigné de moi, il y a longtemps déjà. C'est venu comme ça. Petit à petit, jour après jour. Ça s'est installé doucement, sans que j'y prenne garde. À force de trahison, de mesquinerie, de mensonges, ces petites choses qu'on peut choisir de ne pas voir mais que moi, je ne parviens pas à occulter. Ces petites choses qu'on peut choisir d'oublier alors que moi, je les range méticuleusement dans ma tête. Et puis il y a les images, indélébiles, gravées dans mon cerveau à l'encre rouge. Ces images de guerre, de tuerie, de massacres, de charniers. Ces lapidations, ces excisions, ces oppressions, ces viols, ces séparations, ces exils, ces solitudes. Les gens qui tendent la main dans le froid ou l'indifférence, les deux souvent. Les arbres qui tombent, les terres qui se désolent, la glace qui fond. Ces images de corridas, d'abattoirs, de vivisection. J'ai l'impression que ceux qui m'entourent arrivent à fermer les yeux face à toutes ces horreurs. Qu'ils se disent que ce n'est pas grave, que ça ne les concerne pas. Moi, tout me concerne. Tout m'atteint de plein fouet. Quand je vois cette souffrance, je la ressens au plus profond de moi. C'est comme si c'était moi qu'on blessait. Moi qu'on torturait. Moi qu'on tuait. J'ai mal. Si fort et si souvent. Mon cœur déborde d'indignation, de détresse, d'incompréhension. Ces idées noires ont grandi en moi de façon alarmante, au point que j'ai déjà songé à en finir, à abréger ma courte vie pour ne plus avoir mal. Oui, j'y ai pensé. Et ces derniers temps, j'y pense de plus en plus souvent. Mes parents ont dû oublier de me fabriquer avec une armure, un casque et un gilet pare-balles. Je suis sans protection. Je suis nue et vulnérable. Et surtout, je me sens impuissante. Mais cela, personne ne le sait. Personne ne s'en doute. Parce que je donne le change. Parce que je ris avec mes copines, parce que je rassure mon frère et même mes parents. Mes parents. Que pourraient-ils voir de toute façon? Ils se consacrent corps et âme à leur travail. Sans doute pour oublier que leur couple est un échec cuisant. Mon frère et moi n'avons manqué de rien, ça c'est sûr. De rien. Sauf d'attention. Ils nous aiment, j'en suis certaine, je n'ai aucun doute sur ce point. Mais c'est comme s'ils ne nous voyaient plus. Sans doute parce que Alban et moi faisons tout pour ne pas leur compliquer la vie. Parce que chaque problème est source de conflits, de disputes entre eux. Alors, dans notre petite famille modèle, se sont formés deux clans bien distincts. Les enfants d'un côté, les parents de l'autre. Un fossé s'est creusé à coups de non-dits, à coups de silence, et il s'est élargi au fil des ans. Jusqu'à devenir infranchissable. Heureusement, je ne vois pas que les mauvaises facettes de la nature humaine. J'arrive aussi, au milieu de ce chaos, à discerner le courage, le dévouement, le sacrifice. Alors parfois l'espoir revient. Timide, craintif. Mais il n'est pas mort, c'est déjà ça. Peut-être qu'il suffirait simplement que je trouve quelqu'un capable de panser mes plaies. Peut-être suffirait-il que je trouve quelqu'un qui ait besoin de moi pour vivre. Nous y voilà. Alban me dit que je suis jolie, et il n'est pas le seul à le dire. Mais celui à qui je voudrais plaire ne me regarde pas. Alors à quoi bon être jolie? Pour qui? C'est Maxime que je veux. Lui, et personne d'autre.
On peut aimer à 17 ans. Aimer à en devenir cinglé. Et c'est justement ce qui est en train de m'arriver. Je ne pense plus qu'à lui, du matin au soir, et tout au long de la nuit. Que je sois au lycée, dans le train ou à la maison, que je sois avec mes copines ou seule, il est l'unique objet de mes pensées. L'unique cause de mes souffrances. Abominable. Respirer loin de lui me fait mal. Vivre sans lui me fait mal. Le voir me fait mal. Ne pas le voir, c'est bien pire. Le voir sourire à d'autres me déchire les entrailles. Le voir passer tandis qu'il ne me voit pas me découpe le cœur en petites lamelles. Combien de temps vais-je résister à cette nouvelle douleur, plus atroce que toutes celles que j'ai connues auparavant? Je ne le sais pas. Il y a quelques mois encore, je m'accrochais à l'avenir, à ces fragiles sursauts d'espoir. Je me persuadais que j'allais dépasser tout cela, que j'allais trouver mon chemin au milieu de cette jungle, que j'allais me trouver, me réaliser. Mais aujourd'hui, ma vie s'est arrêtée. Elle se résume à un seul sentiment, à une seule obsession. Elle se résume à lui. Lundi 9 mai, 17h10. Alban posa son quintal sur le petit banc, tout au bout du quai, le plus loin possible des autres. Il ouvrit son sac à dos, en extirpa son portable et brancha les écouteurs. Il sélectionna l'album Saga. En train, il aimait écouter The Immediate, une musique qui nourrissait son esprit, y faisant germer des images, des histoires. Une symphonie épique, remplie de cœur, de voix, gorgée de danger, de mélancolie ou de gloire. Une musique particulière que personne ne connaissait dans sa classe. Mais dans sa classe, personne ne savait quelle musique il aimait. Personne ne savait qui il était. Il était seulement le gros ou le bègue. Une erreur de la nature. C'est ce qu'Antoine lui avait balancé pendant le cours de SVT. Une erreur de la nature. Mes parents n'auraient jamais dû baiser ensemble cette nuit-là. Ils auraient dû s'engueuler, comme ils le font si souvent. Au moins je n'aurais pas vu le jour. Je serais resté une possibilité, une inexistence. Je serais rien. Et ce serait bien mieux. Les habitués du 17h36 commençaient à se masser sur le quai. Mais il en manquait une. Ce soir, Aurore ne faisait pas le trajet avec lui. Professeur absent, elle n'avait pas eu cours cet après-midi et avait quitté le lycée après le premier service de la cantine. Alban préférait les jours où Aurore était là, près de lui. Ces minutes où il pouvait écouter sa voix de velours, sa diction parfaite, sentir son parfum en suspension, les jours où la mer se reflétait dans ses yeux bleus. Oui, il aimait sa sœur. Plus que n'importe qui au monde. Plus que son père, plus que sa mère. Il aimait ses sourires coquins, tendres ou mystérieux, capables de panser toute plaie, même profonde, et tant pis si les blessures se rouvraient dès qu'Aurore s'éloignait. Ce soir, elle l'avait abandonné. Ce soir, Alban était seul contre tous. Mais il n'était pas là. Pas vraiment, en tout cas. La musique l'emportait dans des univers parallèles. Puisque ce monde-là ne lui convenait pas, il avait pris l'habitude d'en construire d'autres de toutes pièces. Des mondes à sa mesure. Sur mesure. Des mondes peuplés de périls où il était l'ultime recours face à la barbarie, où il souffrait pour une cause, sauvait des vies à l'appel. Des mondes où on l'adulait pour son courage, son héroïsme, sa droiture, où il était admiré de tous. Des mondes où on l'écoutait parler, des heures durant. Des mondes meilleurs. Et ce n'était pas difficile à trouver. Dès que le train arriva, Alban monta. Il s'assit dans la dernière voiture, celle qui s'était présentée devant lui. Il pensait à Aurore, à ce qu'il y avait au fond d'elle. Ces derniers temps, il la trouvait triste, même si elle s'en défendait. Il sentait qu'elle souffrait, même si elle lui affirmait le contraire. Sans doute cherchait-elle à l'épargner, comme elle l'avait toujours fait.
Mais Alban avait grandi. Il voulait être un homme désormais, capable à son tour de protéger sa sœur. Alors Alban décida qu'il ferait tout pour parler à Aurore, pour parvenir à percer ses noirs secrets. Il décida qu'il la forcerait à partager ses douleurs intimes, qu'il était assez fort pour les porter sur ses épaules. Les écouteurs vissés sur les oreilles, il regardait le quai. Il vit arriver une jeune femme, une habituée. Il la voyait tous les lundis lorsqu'il prenait le 17h36, ainsi que chaque vendredi matin, le seul jour où il commençait tôt au lycée. Comme lui, elle n'avait pas l'air de faire partie de ce monde. Une femme étrange, repliée sur une douleur inconnue et engluée dans ses petites manies, tel un oiseau dans une marée noire. Chaque lundi soir, et sans doute chaque jour de la semaine, elle s'asseyait à la même place, au fond du wagon. Chaque lundi soir, elle prenait un roman dans son sac, plongeait le nez dedans, ignorant superbement le reste de l'humanité. Celle-là même qui avait déversé le pétrole sur l'océan où elle se noyait. Et toutes les 5 minutes, elle vérifiait que son sac était bien fermé. Alban aimait la regarder en douce. Il se plaçait en général sur les sièges en sens inverse, de façon à pouvoir l'observer sans en avoir l'air. Il la trouvait jolie, même si elle était loin des canons de beauté habituels, ceux qu'on lui servait sur un plateau télé chaque soir. Même si, visiblement, elle s'évertuait à dissimuler ses charmes. Ce qui, à ses yeux, la rendait plus belle encore. Lorsque le train démarra, personne ne s'était assis à côté d'Alban, qui monta le son de ses écouteurs. Il jeta un œil vers l'inconnu et eut la surprise de la voir lire non pas un roman, mais une lettre. À son sourire, il comprit que c'était une lettre d'amour. Il fut jaloux. Terriblement jaloux. Elle, au moins, recevait des lettres. Elle, au moins, était aimée par quelqu'un qui prenait la peine de lui écrire. Il cessa de la regarder. D'ailleurs, il se promit qu'il ne la regarderait plus, qu'il lui tournerait désormais le dos. Il quitta à nouveau ce monde. Ce soir, entre Marseille et Carry-le-Rouet, il serait un justicier. Il sauverait cette mystérieuse femme des griffes d'un homme violent et sanguinaire. Demain, sur le même trajet, il serait peut-être un grand guerrier. Tout, sauf être lui-même. Tout, sauf être une erreur de la nature. Lundi 9 mai, 23h02. Comme la vie est étrange. Hier soir, sur ce même cahier, je me lamentais. Je criais ma souffrance. Et aujourd'hui, je suis la personne la plus heureuse de tout l'univers, j'en suis sûre. Aujourd'hui, enfin, Maxime m'a parlé. Ce n'est pas la première fois, bien sûr, mais aujourd'hui, c'était différent. Tellement différent. Ça s'est passé à la sortie du bahut, à 14h. J'étais dans la rue, je fumais une cigarette, et il est arrivé. Il m'a souri, m'a demandé une clope, l'a fumé avec moi. J'avais les mains qui tremblaient et je crois qu'il s'en est aperçu, quel conne. Mais après tout, ça lui a sans doute permis de comprendre le trouble qu'il déclenche en moi. Nous avons parlé de choses et d'autres. Du lycée, des cours. Je buvais chacune de ses paroles. Je n'en ai oublié aucune, ponctuation comprise. J'adore l'entendre parler. Je pourrais passer ma vie à l'écouter, j'en suis sûre. C'est ensuite que le miracle s'est produit. Quand je lui ai dit que j'allais prendre le train, Maxime m'a proposé de me raccompagner en voiture. Pourtant, Carry-le-Rouet, ce n'est pas du tout son chemin, vu qu'il habite à Marseille. Mais il m'a dit que ça ne le dérangeait pas, qu'il avait le temps. Monter dans sa voiture, être assise près de lui, ailleurs que dans une salle de classe. J'aurais voulu qu'il y ait 10 000 kilomètres entre le lycée et la maison. Nous avons continué à parler durant tout le trajet. D'ailleurs, je crois que j'ai un peu trop parlé, sans doute pour masquer mon malaise. Plusieurs fois, il m'a regardé. Un regard appuyé, sans équivoque. Plusieurs fois, il m'a souri. Lorsque nous sommes arrivés devant la maison, je l'ai remercié. J'aurais voulu trouver une excuse pour l'inviter à entrer, j'aurais voulu que cette journée ne finisse jamais.
quand on s'est séparés, il a posé sa main sur mon bras, a effleuré mes cheveux. Alors j'ai compris. Je sais désormais que je lui plais. Je sais que ce que je ressens n'est pas à sens unique. Lorsque je suis rentrée dans la maison déserte, j'ai poussé un énorme cri. J'ai couru jusque dans ma chambre, j'ai hurlé à nouveau. Et puis j'ai pleuré. Il fallait que je laisse exploser toute cette émotion, toute cette joie. Il m'aime! Je n'arrive pas encore à y croire. Cette journée a changé ma vie. Désormais, j'ai espoir. Je sais que tout est possible. Ce n'est sans doute qu'une question de patience. Ma souffrance s'est envolée. Mon cœur a retrouvé l'envie de battre. Ma bouche, le chemin du sourire. Mon Dieu, il m'aime! Ma vie ne sera plus jamais la même. Mardi 10 mai, 9h55. Alban quitta le bâtiment et alla directement s'asseoir au pied d'un gros platane. Son seul ami, finalement. Immobile, forcément fidèle. Il sortait du cours de français. La pire des punitions. Approfondir une langue qu'on n'arrive pas à parler. Mais c'était pareil pour l'anglais et l'allemand. Il n'y avait vraiment que le cours de maths qui lui plaisait. Surtout que le professeur, Monsieur Legendre, était le seul à lui porter une vraie considération. Les autres ne s'occupaient guère de lui. Comme s'ils avaient mieux à faire. Ou comme s'ils ne savaient pas quoi faire de lui. Oui. Alban les embarrassait. Il mit les écouteurs sur ses oreilles et tourna la tête vers l'autre côté de la cour. Il regarda sa sœur. Quelque chose avait changé. Comme si d'un seul coup, elle s'était libérée de chaînes invisibles, mais terriblement lourdes. Alban la trouvait aérienne, volatile, légère comme une plume. Ça avait commencé la veille au soir. En rentrant du lycée, il était allé la voir dans sa chambre, et cela faisait longtemps qu'il ne lui avait pas vu un visage aussi radieux, un sourire aussi beau. Tandis qu'Alban l'observait, Aurore parlait avec ses copines. Elles étaient 4, assises sur un banc, devant le bâtiment D. C'est alors qu'un garçon s'approcha du groupe de filles. La bouche d'Alban se crispa légèrement. C'était Maxime Beaulieu, élève de terminale dans la classe de sa sœur. Et rien d'autre, espérait-il, car Alban l'avait toujours détesté, sans doute parce qu'il était l'antithèse de lui. Beau, mince, musclé, toujours bien habillé, bien coiffé. Il a 2 ans de retard, il va rater son bac, mais ça tout le monde s'en branle. Comme il avait déjà 19 ans, il venait au lycée en voiture, une Golf en plus, achetée par ses parents évidemment, mais ça aussi tout le monde s'en moquait. Il collectionnait les conquêtes comme Alban collectionnait les emmerdes. Et tout le monde trouvait que ça aussi, c'était normal. Voilà qu'il parle à ma sœur maintenant. Il lui tourne autour, c'est sûr. Mais elle est trop intelligente pour se laisser avoir, aucun doute. Pourtant, je n'aime pas le sourire qu'elle lui tend. La façon dont elle le regarde. Sentant une présence, Alban tourna la tête. 4 garçons. 2 de sa classe, Antoine et Hugo, et 2 d'une autre seconde, Thomas et Augustin. Alors, Alban, ça va? Ricana Antoine. Petite visite journalière à leur souffre-douleur. Un jeu comme un autre. Une façon de passer le temps. Ils se tordaient de rire. Alban tourna à nouveau la tête de l'autre côté, histoire de ne plus voir leur sale gueule d'ado attardée. Tu mates les meufs de terminale ou quoi? T'as envie de niquer, Alban? Continua Antoine. Et ta bite, elle bégait aussi? Demanda Augustin. Encore des éclats de rire. Alban restait immobile, se voulant impassible. Comme si tout cela ne l'atteignait pas. Alors que chaque mot s'enfonçait dans ses chairs comme le scalpel d'un chirurgien dément. Elle est bonne, ta sœur, dis donc. Je me la ferais bien. Elle bégait, elle aussi? On s'en fout qu'elle bégaye si elle suce bien, renchérit Antoine. Alban se lève,
il les dépasse tous d'une tête. Dans ses yeux, une violence inédite. Il attrape Antoine par son blouson, le décolle du sol. « Tu parles pas de ma sœur comme ça, sale bâtard! Sinon je t'explose la gueule, t'as compris ?» Alban le pousse si fort qu'il atterrit 2 mètres plus loin, sur le cul. Il recule à même le sol, visiblement terrorisé. Les autres aussi s'écartent. Ils regardent Alban avec une crainte nouvelle, leur bouche cesse enfin de déverser la pourriture. Alban prend son sac et s'éloigne, soulagé. Alban se leva. Il les dépassait tous d'une tête. Dans ses yeux, une violence inédite. Il aurait voulu attraper Antoine par son blouson, le décoller du sol. Aurait voulu lui dire qu'il n'avait pas le droit d'insulter Aurore. Il aurait voulu les faire taire, de force. Mais Alban ne fit rien de tout cela. Aucun mot ne sortit. Comme une malédiction. C'était au moment où il en avait le plus besoin que la parole se dérobait à lui. Alban se leva, prit son sac et alla s'asseoir près du bureau des surveillants, là où, normalement, on le laisserait en paix. Il entendait encore les colibets qui fusaient, tels des pétards du 14 juillet. Chaque insulte pénétrait profondément son cœur pour s'y loger. À jamais. Comme une balle de gros calibre. Un jour, je les réduirai au silence. Tous. Jusqu'au dernier. Jeudi 12 mai, 16h35. Alban regardait les paysages d'un œil absent. Aurore était assise près de lui. Le jeudi après-midi, ils prenaient le train ensemble. Ce fameux train de la Côte Bleue. Aurore souriait bêtement, comme si elle avait eu une révélation. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» demanda Alban. « T'as l'air joyeuse ? Je suis amoureuse, frérot. Amoureuse !» Alban sourit. Pourtant, à l'intérieur de son cœur, quelque chose venait de se briser net. « C'est qui ?» Elle lui adressa l'un de ses mystérieux sourires. « Ça, tu n'as pas à le savoir. »« Allez, dis-moi. »« Pas ce soir. » Alban admira la mer, agitée par un mistral fougueux. Il brancha ses écouteurs. « Tu es fâché ?»« Non. »« Tu es content pour moi ?» demanda encore sa sœur. « Bien sûr, mais j'espère que c'est un mec bien, quoi. »« Si je l'aime, tu l'aimeras aussi, non ?»« Sans doute. » Vendredi 13 mai, minuit passé. La plus belle journée de ma vie, je crois. Mais il y en aura d'autres, ce n'est que le début. Il était 16h, je venais de quitter le lycée. Je marchais dans la rue, et Maxime est arrivé. Il était au volant de sa voiture, m'a invité à monter. Comme dans un rêve. Parce que je crois bien qu'il n'était pas là par hasard. Je crois bien qu'il m'attendait. On s'est arrêté à l'Estac, on a pris un verre ensemble, à la terrasse d'un bistrot. Je n'arrivais pas à croire que j'étais là, seule avec lui. Il me dévorait des yeux. Je me laissais manger. Et puis sa main a touché la mienne. Il m'a dit que je le troublais, qu'il ne cessait de penser à moi. Je n'ai pas su quoi répondre. Comme Alban, je n'ai pas trouvé les mots. Sans doute parce qu'il m'impressionne, parce que, lorsqu'il est près de moi, je ne suis plus la même. J'ai le sentiment d'être une gamine, une petite fille. Nous sommes retournés dans sa voiture, et là, il m'a embrassée. Puis il m'a raccompagnée jusque chez moi. Il s'est garé un peu plus loin de la maison, m'a à nouveau embrassée. Ses mains sur moi, c'était comme si 2 tisons me brûlaient la peau. Jamais je n'avais ressenti ça. Ma vie n'est plus au point mort. Elle a un sens. À nouveau. La vie est belle, finalement. Dimanche 15 mai, 11h30. Les tuer tous. N'en rater aucun.
n'avoir aucune pitié. Le week-end, Alban avait l'autorisation de ses parents. Jouer en réseau, sous un pseudo. Changer de peau, devenir un autre, encore et toujours. De toute façon, il était seul. Sa mère était de garde à l'hôpital et son père au commissariat. Quant à Aurore, elle était partie vers 10 heures, sans dire où elle allait. Rejoindre son mec, aucun doute. Mais quel mec? Alban se creusait la tête pour trouver l'identité de celui qui osait lui voler sa sœur, qui osait poser ses sales pattes sur sa peau parfaite. Est-ce qu'ils couchent ensemble? Non, pas déjà. Ma sœur n'est pas comme ça. Elle ne coucherait pas avec un type qu'elle connaît à peine. Alban abandonnait la partie, trop préoccupé, pas assez concentré. Il s'allongea sur son lit défait, alluma un joint, écouta de la musique. Alors, il partit, si loin qu'il espéra ne jamais revenir. Dimanche 15 mai, 23 heures. Ça y est, on a fait l'amour. Je ne trouve pas les mots pour dire ce que je ressens, ce que je vis. C'est si différent des fois précédentes, de ce que j'ai pu connaître avant lui. Il est si beau, il est si... Non, je ne trouve pas les mots. Je ne suis plus capable d'écrire. Sans doute parce que le bonheur, contrairement à la douleur, n'a pas de mots, pas de phrases. Il se vit, il ne s'écrit pas. Mardi 17 mai, 15h30. Cours de mathématiques, les probabilités. Alban adorait ça. Il était le meilleur de sa classe. Mais cet après-midi, Alban n'arrivait pas à se concentrer malgré les efforts de Monsieur Legendre. Quoique lui non plus ne paraissait pas en grande forme, il semblait avoir la tête ailleurs. Les probabilités. Quelle est la probabilité pour que ma sœur se soit fait sauter avant-hier? Elle est grande. Immense, j'en ai peur. Quand il l'avait vue rentrer le dimanche soir d'une journée soi-disant passée avec ses copines à la plage, il avait compris qu'elle revenait d'un rendez-vous avec lui. Avec ce type sans visage, sans identité. À ses yeux, il avait compris. Il avait senti son odeur sur elle. Un parfum d'homme. Je suis sûr qu'elle a baisé avec ce salaud. Il n'en avait pas dormi de la nuit. Pourtant, elle en avait le droit. Pourtant, jamais il ne l'avait vue si épanouie, si belle, si lumineuse. La sonnerie mit fin aux probabilités, au grand soulagement de nombre d'élèves. Alban rangea ses affaires et quitta la salle, non sans avoir salué Monsieur Legendre. Son idole, son mentor. Il se dirigea vers les toilettes qui puaient à des kilomètres. Il fit la queue, ses écouteurs sur les oreilles. Écouter de la musique, toujours, pour ne plus entendre le monde. La peupler d'images, pour dissimuler la réalité. Dans la file d'attente, ses adorables petits camarades. Hé, le gros! Coucou Alban, montre-nous si tu bégayes en pissant. Pareil que quand on est bègue, on est impuissant, c'est vrai? Impuissant, oui, à arrêter le massacre. Impuissant, Alban l'était. Sauf dans ses rêves. Mais la vie n'était pas un rêve. Seulement un putain de cauchemar. En sortant des toilettes, Alban rejoignit son fidèle Platane et monta le son dans ses écouteurs. La veille au soir, sa mère lui avait dit qu'il allait finir par devenir sourd. Tant mieux. Ce serait une bénédiction, maman. Tu peux même pas imaginer. Ne plus entendre les autres, enfin. Sa mère le traitait comme un petit garçon, même s'il mesurait 1,85 m et pesait plus de 100 kilos. Un petit garçon fragile, empoté, inadapté. Elle n'a pas vraiment tort, sur le fond. Quant à son père, Alban avait compris depuis longtemps qu'il n'était pas le fils dont il aurait rêvé. Bien sûr, son père ne le lui avait jamais dit aussi clairement.
Mais les paroles sont si souvent superflues. Les regards, les soupirs, les déceptions qui se glissent au fond des yeux. Tu aurais voulu un garçon sûr de lui, sachant s'exprimer, qui ne mette pas 1 heure à dire une phrase, ne se ridiculise pas à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Un fils sportif, courageux, qui n'ait pas peur de tout, surtout pas des autres. Un fils brillant, dont tu aurais pu être fier. Un garçon comme Maxime, peut-être. Désolé, papa. Tu as eu Alban. Mais je te rappelle que c'est toi qui m'as fait. Alors si je ne suis pas à la hauteur de tes espérances, c'est sans doute ta faute. À moins que ce ne soit la faute de personne. Juste un coup de malchance. Une erreur de la nature. Samedi 21 mai, 2 heures du matin. Je n'ai pas vu Maxime de la semaine. Enfin, si. Je l'ai vu au lycée, bien sûr. Mais pas en tête-à-tête. J'ai essayé de lui parler après le cours de maths. Il m'a dit qu'il n'avait pas le temps. Mais il m'a promis qu'on se verrait plus tard. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai peur, comme je n'ai jamais eu peur de toute ma vie. Peur que ça s'arrête, alors que ça vient à peine de commencer. Alors que je brûle de l'intérieur, que je ne mange plus, que je ne dors plus, que je respire à peine. Non, ça ne peut pas s'arrêter. C'était si fort, c'était si bon. Il m'aime comme je l'aime, j'en suis certaine. Lundi, j'irai lui parler. C'est décidé. Je lui dirai que je l'aime, que je n'aime que lui, qu'il ne doit pas avoir peur. Que je saurai être patiente, compréhensive, discrète. Je me dis que dimanche dernier, je n'ai peut-être pas été à la hauteur. Qu'il n'a pas pris autant de plaisir que moi. Pourtant, ce n'est pas l'impression que j'ai eue. Maxime, je t'aime tellement. Ne doute pas de moi, je t'en supplie. Lundi 23 mai, 12h30. Regardez les filles. Les regarder seulement. Alban avait songé à en trouver une qui soit sourde, ou bègue, comme lui. Mais dans le lycée, il n'y en avait pas. Son plateau dans les mains, ses écouteurs sur les oreilles, il faisait la queue à la cafétéria. Aurore était déjà attablée avec 2 de ses copines. Il n'irait pas s'asseoir près d'elle. Il la laisserait vivre sa vie. Entre eux, c'était entendu. Il mangerait seul s'il trouvait une table, ou avec des élèves qu'il ne connaissait pas, à qui il ne parlerait pas. Quelques pas derrière lui, Antoine et Hugo. Malgré la musique, il pouvait les entendre rire et parler fort, se faire remarquer encore et toujours. Contrairement à lui, il n'était pas condamné à la discrétion, au silence. Alban prit une entrée, un plat, un dessert. « Hé, le gros! Tu devrais te foutre au régime? Ouais, arrête un peu de bouffer, sinon tu vas exploser! » Autour d'eux, les filles gloussaient. Alban ne se retourna même pas. Il chercha du regard une table vide, s'y installa. Il resta seul quelques minutes, puis une fille vint s'asseoir près de lui. C'était Marjorie, la seule à lui parler autrement que comme à un demeuré. Marjorie, aussi esselée que lui. Une autre erreur de la nature, aurait dit le charmant Antoine. Aussi petite qu'Alban était grand. Petite et difforme. Cachée derrière d'épaisses lunettes, ses yeux semblaient microscopiques. Son visage était une véritable carte de Verdun. Sa peau était recouverte de boursouflures et de cratères, comme si elle avait été le théâtre d'une guerre de tranchées. Ses cheveux étaient gras. Elle était d'une laideur incroyable. Alban songea qu'il devrait former un club. Le cercle des poètes déchus. Non, le cercle des élèves au rebut. 2 adhérents au début. Mais en cherchant bien, il devrait pouvoir recruter une dizaine de candidats sérieux, rien que dans le lycée. Ça pourrait être drôle finalement. On ferait un spectacle de fin d'année. Un spectacle comique, évidemment. « À quoi tu penses ?» demanda Marjorie avec un sourire qu'elle voulait sensuel, qui était repoussant. « À
à venir. Lundi 23 mai, 18h30. Tu voulais simplement coucher avec moi, c'est ça? Tu voulais m'avoir. Tu m'as bien eu. Maxime m'a quitté. Le monde s'est écroulé. Je suis allée le voir pendant la récréation. Je lui ai demandé quand est-ce qu'on pourrait de nouveau passer un moment ensemble. Et là, il m'a répondu qu'il avait réfléchi et préférait qu'on en reste là. Ce sont ses propres mots. Qu'on en reste là. Il m'a dit que nous deux, ça ne menait nulle part. Que c'était très sympa ce qu'on avait vécu, mais qu'il fallait que je passe à autre chose. Que je ne lui en veuille surtout pas. Il me souriait, m'arrachait gentiment le cœur avec ses dents. Alors je lui ai dit que c'était impossible, que j'étais amoureuse de lui, amoureuse, vraiment. Il m'a souri à nouveau, ça m'a fait mal, parce que c'était un sourire désolé, un sourire de compassion. Il m'a dit qu'il ne voulait pas aller plus loin, mais qu'il serait toujours là pour moi, si j'avais besoin de lui. Oui, j'ai besoin de toi, Maxime. Je n'ai besoin que de toi, d'ailleurs. Tu m'as dit que je t'oublierais très vite. Que tout cela, ce n'était rien. Que ça resterait un bon souvenir, rien d'autre. Qu'on s'était amusé, qu'on avait profité de la vie, et que maintenant, il fallait tourner la page. Sauf que moi, je ne m'amusais pas. Tu viens de me tuer, de m'assassiner. Mardi 24 mai, 20h45. Alban entra dans la chambre d'Aurore sans frapper. Il la vit sur le lit, vit ses larmes. La voir pleurer, c'était comme si on lui ouvrait le ventre, comme si on lui arrachait les entrailles. Alors il s'assit près d'elle, silencieux et fidèle, attendant qu'elle parle, qu'elle se confie, qu'elle veuille bien partager sa peine avec lui. Il était prêt à l'endosser, à la charrier comme un fardeau jusqu'aux confins de l'univers. « Va-t'en, Alban !»« Pou... Tu n'as pas à savoir pourquoi je chiale, putain. Va-t'en, je te dis !» Alban baissa les yeux. Ses mains se crispèrent. « Je veux pas te voir pleurer », parvint-il à dire au prix d'un effort démesuré. « Ça va passer. Allez, casse-toi !»« C'est lui qui t'a fait du mal. Dis-moi qui c'est et je vais aller lui casser la gueule. » « Arrête tes conneries. T'es même pas capable d'aligner deux mots. » Alban se leva, quitta la chambre et alla pleurer dans la sienne. Mardi 24 mai, 23h50. Je suis la reine des connes. Plus conne que moi, ça n'existe pas. Il a voulu me tester, bien sûr. Voir ce que j'avais dans le ventre. Voir si je n'étais qu'une gamine. Et moi, je n'ai rien compris. Je n'ai fait que pleurer sur mon sort. Demain, j'irai lui parler. Je sais ce que je vais lui dire. Je sais que nous deux, ça ne fait que commencer. Tout à l'heure, je me suis montrée odieuse avec Alban. Il est venu dans ma chambre, je l'ai envoyé balader. À lui aussi, il faudra que j'aille parler. Mais parfois, il m'étouffe. Mercredi 25 mai, 1h du matin. Alban ne pouvait fermer les yeux. Il se demandait si Aurore pleurait encore, ou si elle était enfin calmée. Ces dernières paroles, assassines, tournaient en boucle dans son cerveau. « Tu n'es même pas capable d'aligner deux mots. » Cela faisait bien longtemps que sa sœur ne s'était pas montrée aussi méprisante, aussi blessante. Elle devait avoir très mal pour lui parler de cette manière. Vraiment très mal. Jeudi 26 mai, 17h45. Alban descendit du train, monta dans le bus. Encore 20 minutes pour arriver à la maison. Aurore n'était pas venue au lycée aujourd'hui. Sans doute pleurait-elle dans sa chambre, à cause de cette photo. Cette putain de photo, qui avait fait le tour du bahut. Aurore à la sortie du lycée. Aurore en larmes, les yeux rougis et gonflés.
Une photo prise la veille, à la dérobée, et postée aussitôt par Natacha, une de ses chères camarades, avec cette légende « Pleurer nuit gravement à votre beauté ». De nombreux commentaires avaient été postés à la suite de cette publication. Certains prenaient la défense d'Aurore, traitant Natacha de tous les noms. D'autres, au contraire, écrasaient encore un peu plus sa pauvre sœur. Alban aussi en avait pris pour son grade. Personne n'ignorait qu'il était le frère de la star des réseaux sociaux. Il avait envoyé plusieurs textos à Aurore pour lui demander comment elle allait. Elle avait répondu de manière lapidaire au premier. « T'as vu la photo ? Alors pourquoi tu demandes ?» Après, plus rien. Alban quitta le bus et termina les derniers mètres à pied. Il entra dans la maison, monta directement au premier étage. Frappa à la porte de la chambre d'Aurore. Aucune réponse. Il testa la poignée. La porte s'ouvrit. La chambre était vide. Il y visita toutes les pièces. Termina par la salle de bain. Aurore était là, dans la baignoire, belle comme un ange. L'eau du bain était tiède. Tiède et rouge. Mardi 7 juin, 8h25. Alban traversa la gare Saint-Charles et descendit les marches sans se presser. Il était calme, presque serein. Son cœur était comme vide, ses yeux secs. Pourtant il avait pleuré, des heures durant, des jours durant. Ils avaient enterré Aurore une semaine auparavant, dans le caveau familial. Cercueil blanc, fleurs blanches, synonyme de pureté sans doute. Ses parents étaient effondrés. Toute la famille était effondrée. Une jeune fille qui se suicide le jour de ses 18 ans, sans laisser la moindre explication. Les premiers jours, Alban s'était demandé pourquoi. Pourquoi tu m'as abandonné ? Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Et puis il avait trouvé le cahier. Pas beaucoup de pages noircies, mais suffisamment pour qu'il comprenne. Maxime, qui avait couché avec elle avant de la jeter comme une vieille chaussette. Natacha, qui avait posté la photo. Maxime, regarde ce que tu as fait de moi. Que je suis laide sur cette photo. Laide et ridicule. C'étaient les derniers mots écrits par sa sœur, moins d'une heure avant qu'elle ne s'ouvre les veines dans la baignoire. Alban savait que, s'il était rentré 1 heure plus tôt, il l'aurait trouvée à temps. Il savait qu'il n'avait pas été à la hauteur, même pas capable de sauver sa sœur. Alban savait tout cela. Et Alban était mort le même jour qu'Aurore. Sauf que lui, on ne l'avait pas enterré. Pas encore. Mais ça viendrait, forcément. Alban descendit du bus et consulta sa montre. Il était 9 heures. Il aurait dû être en cours de maths à cette heure-là. Mais les cours, le lycée, tout cela n'avait plus aucune importance. La seule chose qui comptait, c'était Aurore. Ou plutôt le manque d'Aurore. L'absence d'Aurore. Définitive. Éternelle. Insupportable. Bien sûr, il ne l'avait pas dit à ses parents. Il leur faisait croire qu'il était triste, mais allait s'en sortir. Que c'était une question de temps. Qu'il retournait sagement au lycée, reprenait le cours de sa vie. Parlons-en de ma vie. Vous croyez vraiment que j'ai envie de la continuer, alors qu'Aurore était ma seule lumière ? Vous pensez que j'ai envie de vivre, maintenant qu'elle m'a abandonné au milieu de nulle part ? C'est parce que vous n'avez aucune idée de ce qu'est ma vie. Parce que vous ignorez à quel point elle est effroyable. Parce que vous ne voyez pas que chaque minute est une épreuve insurmontable. D'ailleurs, vous ne voyez rien. Et ce matin, encore, vous n'avez rien vu. Alban n'appelle pas les secours tout de suite, parce qu'il sait que ça ne sert plus à rien. Parce que Aurore est partie, sans même lui dire au revoir, sans lui accorder un mot ou l'un de ses mystérieux sourires, sans la moindre attention pour lui. Aurore est partie seule. Alban, assis sur le rebord de la baignoire, la regarde pendant de longues minutes.
jusqu'à ce que les larmes le rendent aveugle. Il caresse son visage, ses cheveux, prend sa main dans la sienne et lui demande pardon. Il lui accorde son pardon. Alban entra dans le lycée. Le conseiller d'éducation vint à sa rencontre, la mine désolée, le sourire compatissant. Ils essayèrent d'échanger quelques mots, puis le CPE repartit dans son bureau. Alors Alban se dirigea vers le bâtiment D. Il entra dans le couloir, posa son sac par terre, l'ouvrit. Il en sortit le Glock de son père. Pas son arme de service, non. Son arme personnelle. Un pistolet automatique doté d'un chargeur de 16 balles calibre 45 et d'un silencieux. Alban plaça un chargeur supplémentaire dans la poche de son jean et mit le sac sur ses épaules. Puis il brancha ses écouteurs. Il choisit Brendix, Hérétique. Le mit en lecture répétée. Ce morceau serait parfait. Il avança dans le couloir, le Glock dans la main droite. Il ne ressentait rien. Plus rien. Il était juste investi d'une mission, avec quelque chose à terminer. Son cœur battait normalement. Ses mains ne tremblaient pas. Son regard était déterminé. Alban était mort. Il s'était noyé dans ce bain tiède et rouge. Il avait été enterré dans les bras d'Aurore. Celui qui marchait dans ce couloir n'était pas Alban. C'était l'un de ses personnages. Un justicier sorti des ténèbres. Un tueur, sans aucune pitié. Oui, Alban était mort. Et d'autres allaient le suivre. Alban poussa la porte de la salle D12, la salle où Madame Dumont donnait son cours de philosophie au terminal. Il se posta à l'entrée de la pièce, cachant l'arme dans son dos. La prof cessa de parler. Les visages se tournèrent vers lui en un seul mouvement. Alban fixait la place vide au premier rang, celle d'Aurore. « Bonjour Alban » murmura Madame Dumont. « On peut faire quelque chose pour toi ?» Il ferma la porte derrière lui, brandit son arme. Il eut des cris, des hurlements même. « Le premier qui bouge, je le descends !» Alban ne bégayait plus. Normal, Alban était mort. Ils restèrent tous figés dans la stupeur. L'horreur. Déjà. Alban chercha Maxime du regard. Il le trouva, assis vers le fond de la classe. « Viens, il faut que je te parle. »« Moi ?» Alban esquissa un sourire en entendant l'ennemi bégayer à son tour. « Oui, toi. Magne-toi, ou je te fume. » Maxime se leva, s'avança. Ses pas ressemblaient à ceux d'une danseuse ivre morte. Il était pathétique. Il s'arrêta à 2 mètres d'Alban. « C'était bien, avec ma sœur. »« Ta sœur? Mais... » »« Oui, ma sœur. Elle s'appelait Aurore. Tu l'as déjà oubliée? »« Non, mais... » Alban pressa la détente. Une balle en pleine poitrine, qui ressortit dans le dos de Maxime en y faisant un énorme trou. Il s'effondra d'un bloc sous les hurlements hystériques de ses camarades de classe. Certains se mirent sous les tables, d'autres fondirent en larmes. Au rez-de-chaussée, les fenêtres étaient équipées de grilles. Ils étaient tous prisonniers. Personne ne pouvait lui échapper. Le canon de l'arme se déplaça en direction de Natacha, qui s'était planquée derrière une chaise et tremblait de tout son corps. « Si je te prenais en photo maintenant et que je la postais sur Facebook, » menaça Alban. « Tu verrais comme tu es laide et ridicule. »« C'était juste pour se marrer !» gémit la jeune fille en érigeant ses bras en bouclier. Mort de rire. La balle l'atteignit à l'épaule. Mauvais tir. Forcément, elle n'arrêtait pas de bouger. Alors Alban s'approcha, la colla au sol et posa le canon du Glock sur son front. Lorsqu'il fit feu, Madame Dumont s'évanouit et chuta de l'estrade. Alban referma la porte derrière lui, quitta le bâtiment D et traversa la cour pour rejoindre le bâtiment B, celui des secondes.
le sien. Au 3e étage, il poussa la porte de la salle B31. Sa classe nageait dans les probabilités. Encore. Et toujours. Les premiers instants, ils ne firent pas attention au pistolet dans sa main droite. Ils fixaient seulement son visage. Méconnaissable. Normal. Avec ce qu'il venait de vivre. Monsieur Legendre posa son stylo et s'avança vers lui. C'est alors qu'il vit le Glock. La terreur déforma ses yeux, sa bouche et ses mains. « Alban, qu'est-ce que tu fais ? Reste calme, je t'en prie. »« Je suis calme, monsieur Legendre. » Alban pivota sur lui-même. Le premier à tomber fut Antoine. Alban réussit un tir parfait, en plein front. Le Glock n'avait plus aucun secret pour lui. Il faut dire que son père l'avait souvent emmené au stand de tir, espérant en faire un homme, sans doute. « Merci, papa. » La tête d'Antoine éclata comme un fruit mûr. Sur le visage d'Alban, aucune émotion. Normal. Alban était mort. Hugo aussi. Il fut le deuxième. Ensuite, la panique s'empara de la classe. Certains se jetèrent par la fenêtre et s'écrasèrent sur le goudron de la cour. D'autres se mirent à plat ventre. Face à Marjorie, Alban hésita. Elle ne lui avait rien fait. Il n'avait aucune raison de la tuer. Juste mettre fin à ses souffrances. Il songea que c'était à elle de choisir. Passa au suivant. Il prit son temps. Le temps de choisir. Ceux qui lui avaient fait le plus de mal. Ceux qui avaient le bénéfice du doute. Celles qui l'avaient repoussé, écrasé comme un insecte insignifiant sous leurs semelles. Quand il quitta la B31, il y avait 12 corps sur le linoléum vert pâle de la salle. 12 morts. Aucun blessé. Dans le couloir, il fut bousculé par une horde d'élèves qui fuyaient l'étage. Il ne savait pas ce qui se passait, mais avait entendu les hurlements. Au milieu du chaos, Alban inséra un nouveau chargeur dans la crosse du Glock. Rien ne pouvait le déconcentrer. Il vit passer Augustin, l'arrêta en l'empoignant par un bras. Augustin eut l'impression qu'un piège à mâchoire venait de se refermer sur ses chairs. « Salut, petit con! Où tu cours comme ça? Tu veux savoir si je bégaye en tirant ?» Augustin ne faisait pas le poids. Alban avait 15 cm et 30 kilos de plus que lui. Lorsque le canon du Glock vint se coller contre sa gorge, il ne put rien faire. Rien, à part hurler. La balle traversa ses chairs. Alban le regarda s'écrouler. Il n'était pas mort, pas encore, mais ça ne tarderait plus. Alors Alban passa à la suite. Dans la cohue, il aperçut le professeur de français, Monsieur Martin, lui tira une balle dans le dos, marcha sur son corps et continua son chemin. Alban Mercier, 0 sur 20 à l'oral. 20 sur 20 à l'épreuve de tir, connard. Il lui restait 14 balles, tellement de cibles, ceux qui l'avaient humilié, ceux qui ne l'avaient pas écouté. Le proviseur arriva, à bout de souffle, au pied du bâtiment B, demandant des explications sur ce mouvement de panique. Il ne comprit rien. Reçut une balle en pleine tête. Jamais il n'avait pris le temps de l'écouter. Jamais il n'avait levé le petit doigt pour faire cesser son calvaire. Alban quitta alors tranquillement le lycée au milieu des autres. Il rangea le Glock dans son sac, monta dans le bus, descendit à Saint-Charles. Le train le ramena à Carry-le-Rouet. Il ne rentra pas chez lui, se rendit directement au cimetière et s'assit sur la tombe de sa sœur et de ses grands-parents. Il y resta un moment, les yeux dans le vague. Puis ses doigts suivirent les lettres fraîchement gravées dans la pierre. « Tu vois, Aurore, je suis guéri. J'arrive à parler maintenant. » Aurore Mercier, 26 mai 1998, 26 mai 2016. Tous les élèves étaient désormais regroupés à 100 mètres de l'enceinte de l'établissement. Au fur et à mesure des nouvelles qui arrivaient, ils prenaient conscience de la tragédie qui venait de se dérouler. Les policiers avaient investi le lycée, le passaient au peigne fin.
Les secours soignaient les blessés, ceux qui avaient réussi à s'enfuir, attendant les ordres pour pouvoir pénétrer à l'intérieur. Bouleversé, Monsieur Legendre était adossé à sa voiture. Un flic s'approcha de lui. « Monsieur Legendre ? Maxime Legendre ? » ?»« Oui, c'est moi. »« Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé ?» ?»« Je ne bégayais plus. Et je t'ai vengé, » annonça Alban. « Ce salopard est mort. Une balle dans le cœur, s'il en avait un. Tu te rappelles le premier jour où je me suis mis à bégayer ? Non. Non, tu peux pas t'en souvenir puisque tu étais à l'hôpital. Tu étais à l'hôpital et je ne savais pas si tu allais en revenir. Si tu savais comme j'ai eu peur. Parce que personne n'avait pris le temps de m'expliquer ce que tu avais. Personne ne m'avait dit que ce n'était pas grave. Alban plaça le canon de l'arme sur sa tempe. Contre les problèmes neurologiques, même légers, il avait la solution. Contre les quolibets, les insultes, les humiliations, il avait la solution. Contre les angoisses du soir, contre celles du matin, quand il savait qu'il allait devoir affronter une nouvelle journée en terrain ennemi, il avait la solution. Presser la détente. Rejoindre Aurore. Faire le trajet éternel à ses côtés. Regarder la mer se refléter dans ses yeux bleus. Écouter ad vitam aeternam sa voix de velours. Se consoler avec ses sourires complices. Ne plus jamais être obligé de parler. Ne plus avoir besoin des mots. Ne plus avoir besoin de rien. Ne plus être une erreur de la nature. N'avoir jamais existé. N'être plus rien. Presser la détente.